Donc, bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième partie de la webconférence Gestion et récolte forestière en zone de montagne. Donc cette conférence, c'est la suite de la première présentation qui a été faite le 18 juin dernier, où on a abordé pas mal de sujets qu'on va vous résumer rapidement ce matin. Et donc, on laissera une plus grande partie aux questions pour cette session-ci. Donc cette webconférence, en fait, elle s'inscrit dans un cadre plus large qui est l'action Bois plus 05, qui est en fait un programme financé par l'ADEME et piloté par le département des Hautes-Alpes. Donc dans le cadre de ce programme, on a déjà réalisé plusieurs actions comme ce panneau que vous voyez sur votre écran et que vous pouvez retrouver aussi en forêt à proximité des coupes de bois. Donc, comme la dernière fois, on reçoit Jean-Michel Rennes, qui est conseiller arbres et forêts auprès de la Chambre d'agriculture 05, puisque en fait, cette webconférence est organisée en partenariat avec Fibois Sud, donc l'association pour laquelle je travaille et qui est l'interprofession de la filière forêt-bois en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et donc en partenariat avec la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Donc, notre intervenant, c'est Jean-Michel Rennes. Jean-Michel, je te passe la parole. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis donc conseiller forestier à la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes et depuis pas mal d'années. Et donc, aujourd'hui, la conférence va faire suite à ce qu'on a déjà fait la première séance. Donc, on va toujours parler de la récolte du bois en montagne. Pourquoi faut-il exploiter les forêts? Est-ce que nos forêts sont en danger? Répondre à pas mal de ces questions. Avant de repartir, je crois que, comme l'autre fois, mais on va essayer peut-être, Claire, d'être assez rapide et assez succinct, juste faire un petit tour de table pour nous rappeler à tous qui est là. Et si possible, donc juste vous dites, vous présentez nom, prénom, enfin bon, peu importe, mais surtout en quoi vous êtes là, quel est l'organisme, est-ce que vous êtes un propriétaire, est-ce que vous représentez un organisme, et surtout, quelles sont vos attentes, si jamais vous en avez. Mais ça, à la rigueur, ne vous étendez pas trop, parce qu'on va essayer aujourd'hui d'être plus court, il y a moins à faire, et on laissera une part plus importante à vos questions. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, avant de faire le tour de table, c'est qu'à tout moment, notamment quand on change de diapo, mais n'importe quand, vous pouvez donc interpeller soit Claire, soit moi, pour effectivement poser des questions au moment de la présentation. Je pense que souvent, à mon avis, c'est le fait que ce soit plus spontané. C'est mieux à la fin de la conférence et de poser toute une liste de questions. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, eh bien, à n'importe quel moment, vous pouvez effectivement m'interrompre, ou moi ou Claire, de façon à ce qu'on puisse répondre à vos questions. Voilà. Si vous le voulez bien, donc, on va faire le tour de table. Claire va donner la parole à chacun. Et puis, effectivement, quand on ne parle pas, c'est ce que je vais faire dès à présent, eh bien, on essaye de couper son micro parce que ça évite pas mal de parasites. Voilà. Merci, à tout de suite. Françoise, si vous voulez vous présenter. Claire, on ne t'entend pas très bien, on t'entend de très loin. Ah bon? Comment, jusque-là, on m'entendait bien. Ça va mieux là? Là, c'est bon, ouais. J'ai simplement un petit peu touché le micro, on verra. Donc, dans l'ordre d'apparition, Françoise, vous voulez vous présenter et nous dire quelles sont vos attentes? Ah, mais on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Hop. Améliore le son. C'est bon? Vous m'entendez? Très bien. Ça va. Donc, je suis Françoise Binet, je suis propriétaire forestière à Roquebrune-sur-Argent dans le Var, donc dans le massif des Maures. Et je suis administratrice au syndicat des propriétaires forestiers Francilva 83, pardon. Et voilà, mes attentes. Alors, je ne crois pas que ce soit tout à fait à l'ordre du jour, mais ça viendra peut-être pour une prochaine séance. C'était surtout sur les techniques
de récolte dans les massifs forestiers à forte pente. C'est notre problématique dans le massif des Morts. Voilà, mais tout m'intéresse. Je pense qu'on pourra en toucher un mot en fin de conférence. Merci. Michel, bonjour. Oui, Michel Prost, moi je suis conseiller municipal à Puissanières, qui est une commune qui fait partie des communes forestières. Et donc j'ai tout à apprendre sur la gestion du bois, et on vend régulièrement du bois, et on a en particulier pour 2021 une grande parcelle de bois à vendre. Très bien, merci. Philippe, bonjour. Bonjour, moi aussi je suis à Puissanières, architecte, et je suis là à titre de curiosité, puisque j'aime bien la forêt et j'utilise le bois pour construire. Très bien, merci. Léane. Bonjour, donc je suis Léane Carnec, je suis une collègue de Claire chez Fibois Sud PACA et je suis chargée de mission pour le développement des filières locales. Et donc, moi je viens pour voir la suite de la première édition de la conférence. Merci. Bonjour Philippe Breviano. Oui, bonjour. Ça va depuis hier? Très bien. Donc, je suis Bregliano, donc je siège avec Françoise Binet au syndicat des propriétaires forestiers du Var. Je suis propriétaire dans le Var, mais aussi en Haute-Saône, avec des problématiques, pas les mêmes essences, mais des problématiques de morcellement similaires. D'ailleurs, le maire de la commune où je nos forêts, avec mon frère, s'est lancé dans une animation foncière. C'est-à-dire toutes nos parcelles vont être regroupées sur une seule. Donc, c'est très compliqué, mais et d'ailleurs, c'est la Chambre d'agriculture de Haute-Saône qui s'en occupe, avec un technicien qui était anciennement à la coopérative forestière locale de Grand Est. Ça nous éloigne de notre sujet, mais c'est quand même quelque chose qui peut. Effectivement, le maire de la commune de Blanc-Fontaine s'appelle Jacques Favret et c'est le président des communes forestières de Franche-Comté. Voilà. Sinon, je suis président de la coopérative Provence Forêt. D'ailleurs, on a longtemps financé le poste de Jean-Michel Rennes, mais comme on n'a plus de subvention du tout, on ne peut plus le faire. Donc, on a arrêté. Mais on est toujours actif sur le 04-05 et même sur Tupaca, puisque c'est le périmètre de la coopérative. Et puis, je suis aussi trésorier de Forêt Modèle et administrateur à Forêt Méditerranée. Voilà. J'ai à peu près balayé tout ce qui concerne les compétences forestières. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Ensuite, on a Monsieur le maire Giordano. Oui, bonjour, Monsieur Giordano, maire de la commune de Saint-Martin-de-Carrière, donc dans les Hautes-Alpes. Bon, je veux voir un petit peu ce qui ressort de cette réunion. Ma commune avance sur le bois. J'ai une zone d'activité dédiée au bois. On a beaucoup de parcelles des exploitants forestiers exploitent le bois de la commune. Je suis entre autres artisan menuisier charpentier. Donc, je travaille beaucoup le mélèze, le pin Saint-Bro, le pin couché, les bois du pays. Voilà, je veux un peu savoir ce qui se dégage de cette réunion. Très bien, merci. Lucie Lombard, bonjour. Bonjour, oui, donc Lucie Lombard, ingénieure environnement, agriculture, forêt, en recherche d'emploi, originaire de la commune de Saint-Martin-de-Carrière. Et ma famille est dans le bois avec les chalets Lombard voisins. Et je n'ai pas d'attente particulière, juste je suis fortement intéressée par le sujet. Très bien, merci. Ensuite, bien sûr, on a Florent Bigot. Ton micro est coupé, Florent. Oui, ça y est. Oui, donc Florent Bigot, je suis le directeur de Fibois Sud, donc l'interprofession filière forêt-bois. Merci. Ensuite, on a Vanessa Pires. On ne t'entend pas là, Claire. C'est incroyable. Vanessa, bonjour. Excusez-moi, normalement ce micro marche très bien.
Bonjour à tous, Vanessa Pires, moi je suis responsable du service SCOT à la communauté de communes du Briançonnais et donc comme on n'est pas très nombreux, je m'occupe aussi de la question agricole. Nous, on est en train de rédiger une convention partenariale avec la Chambre d'agriculture et la SAFER sur notre future politique agricole. Et il se trouve que sur la forêt, voilà, on n'a pas grand-chose d'inscrit. Et donc, moi, je viens chercher aussi un peu des informations sur voilà, la manière dont la profession forestière peut travailler aussi avec les collectivités, comment les collectivités peuvent venir aussi en appui sur cette question. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ensuite, on a Lucille Bobet. Bonjour, Lucille Bobet, chargée de mission pour la charte forestière de la communauté de communes de Serre-Ponçon. Moi, je viens voilà, pour avoir un paysage à l'échelle des Hautes-Alpes et de l'information, et puis aussi écouter les échanges sur ces sujets pour vraiment m'imprégner dans le cadre de la démarche territoriale qui est engagée sur la communauté de communes de tous les enjeux liés à la récolte de bois en forêt de montagne. Voilà. Très bien, merci. Ensuite, on a Stéphanie. Stéphanie du SNAM, je ne sais pas si… Oui, bonjour. Donc, je suis Stéphanie Besson, je suis vice-présidente du syndicat national des accompagnateurs en montagne du 05. Moi, je suis là pour avoir des informations et plus de connaissances concernant le sujet et aussi pour en faire part à la section pour éventuellement ensuite organiser ensemble des formations pour l'ensemble des accompagnateurs qui, du coup, touchent un public assez varié de touristes et voilà, faire passer l'information sur la forêt, ce qu'on peut en faire, pas en faire, etc. Très bien, merci. Et Raphaël Azalbert. Oui, bonjour Raphaël, donc architecte à Avignon, je construis en bois et je suis très curieux de voir aussi en quoi le bois peut avoir un impact sur la forêt, puisque ce sont des paysages que je pratique pour le loisir aussi, voilà. J'ai pas d'attente particulière aujourd'hui, j'étais déjà très intéressé par la première séance et j'espère que ce sera dans la continuité. Merci. Eh bien, très bien, il me semble que j'ai oublié personne. Si ce n'est pas le cas, manifestez-vous. Bon, très bien. Alors, on va pouvoir commencer. Jean-Michel, je te repasse la parole. Donc, effectivement, on y va. Juste, je vais… J'ai de nouveau du mal avec le diaporama. Excusez-moi, il faut que je repartage l'écran. Voilà. Non, il ne veut pas. Alors, arrêtez. Partager l'écran. Voilà, deux petites secondes. Est-ce que ça va aller? Voilà. Donc, nous avons, lors de la première séance, présenté un petit peu la forêt de montagne dans les Alpes du Sud. On s'est étendu effectivement sur ce qu'elle représentait, quelles essences il y avait à l'intérieur, ce qu'on pouvait en faire assez rapidement. Et puis, on s'est un petit peu étendu sur les différentes fonctions de la forêt et ainsi que la manière de la gérer, donc avec les différents types de gestion, aussi bien pour les résineux que pour les feuillus, et les différentes interventions qu'il était bon de réaliser tout au long de la vie du peuplement. Donc, dans le cadre d'une sylviculture et d'une gestion durable, bien entendu. On a bien, pour recentrer le débat, on a bien mis comme préalable à cette exploitation forestière que l'idée, c'était que la forêt joue tous ses rôles. Alors, à tous les endroits, effectivement, où elle se trouve, elle ne peut pas jouer tous ses rôles, c'est-à-dire les rôles sociaux, les rôles de protection, les rôles de production.
Mais partout où c'est possible, effectivement, si on veut que cette forêt joue tous ses rôles en même temps, eh bien, la gestion forestière et donc les coupes de bois sont obligatoires. Alors, en France, l'idée au départ donc, de ce diaporama, et de cette présentation, c'est qu'on était aussi parti du constat tous qu'il y avait beaucoup de désinformation vis-à-vis de ce sujet et de l'exploitation forestière, et que les gens étaient un petit peu réticents et qu'il fallait absolument pas confondre ce qui se passait en Amazonie, par exemple, et ce qui se passe chez nous. Donc, la forêt française est-elle surexploitée? Eh bien, la réponse est non. Non, et on est loin du compte, parce que donc nous avions déjà vu, mais je le rappelle, que nous possédions la plus grande surface boisée des pays européens. Elle couvre à peu près 31% du territoire de la France et elle est très très peu exploitée. Cette forêt, alors on va essayer de comprendre pourquoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle représente donc un volume de bois sur pied très très important. Il y a 2,6 milliards de mètres cubes de bois sur pied. Et puis d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable, puisqu'elle représente au niveau français le maintien de 440 000 emplois. Alors ces emplois, ils ont quelque chose de bien dans la gestion forestière et la gestion et l'utilisation du bois dans la filière, c'est qu'ils sont non délocalisables. Quand on exploite de la forêt en France, alors effectivement, il y a un petit peu de bois qui est exporté, il y a du bois qui est exporté vers les pays de l'Europe, mais une grosse partie est quand même transformée et utilisée en France. Et donc, ces emplois sont non délocalisables. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que au niveau de l'emploi, bien entendu, lorsqu'on transforme du bois en bois d'industrie, c'est-à-dire en pâte à papier ou en bois énergie, le nombre d'emplois créés est bien moins important que lorsqu'on utilise du bois d'œuvre ou du bois de menuiserie, puisqu'effectivement, au plus on va vers la transformation du bois, au plus effectivement dans la filière on crée des emplois et tous les produits connexes qui en dérivent, effectivement, sont à chaque fois réutilisés. En fait, il n'y a pas de déchets, puisque lorsque effectivement on fait un meuble à partir d'un arbre, dans un premier temps, effectivement, on ne garde que la partie basse du tronc qui est très intéressante, et toutes les parties plus hautes et qui sont plus petits en diamètre, tordues ou qui ne correspondent pas à la possibilité de faire du sciage sont récupérées dans la bois industrie et bois énergie. Et ensuite, effectivement, lorsqu'on va scier ce bois, tout ce qui est connexe de scierie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dosses, la partie écorce et la partie des premières tranches que l'on scie, qui ont une partie en écorce et qui sont bombées et qui ne font pas partie du cœur du bois, eh bien, retournent effectivement de nouveau vers l'industrie ou l'énergie. Et in fine, également, lorsque on fait de la charpente et effectivement qu'on rabote et qu'on scie ou qu'on transforme encore ce bois, bien tout est récupéré et redirigé soit vers l'industrie, soit vers l'énergie. Donc c'est une industrie qui est virtueuse. Donc cette forêt donc crée effectivement de l'emploi, cette forêt grossit. Et cette forêt est très peu exploitée au niveau français, je vous l'ai dit, alors pour plusieurs raisons. Donc, dans la première partie de la présentation, c'est un petit peu étendu sur qui possède quoi, puisque cette forêt est en totalité privée. Même quand elle appartient à l'État, c'est pas une forêt, c'est pas un espace qui est public, c'est fait partie du domaine privé de l'État. Donc en France, la grosse majorité de la forêt appartient à des propriétaires forestiers qui sont des gens, alors comme vous et moi, peut-être comme vous, mais pas comme moi, parce que moi je n'en possède pas, mais qui d'origine donc sont souvent donc des propriétés d'origine agricole au tout début, et puis qui ont été effectivement par le biais des héritages donnés soit à des agriculteurs, soit à des non-agriculteurs. Aujourd'hui, la majorité des propriétaires ne sont pas agriculteurs.
Donc, ça représente à peu près sur la France 80% de la forêt, 70-80% de la forêt. Et les 30 autres pourcents sont des forêts qu'on appelle publiques, qui appartiennent donc à l'État, environ 10%, et puis surtout aux collectivités publiques dont la grande majorité sont des communes. Donc, ces forêts communales alors, proviennent effectivement de biens en commun. Et en montagne, souvent, ces biens en commun, c'est des anciens pâturages qui, effectivement, ont été colonisés au fur et à mesure des années par de la forêt ou recolonisés par de la forêt. Et maintenant, sont donc des forêts qui sont gérées par l'Office national des forêts. Au niveau de l'État, donc l'origine, bien en montagne, elle est de deux origines. Donc, la première, c'est la séparation des biens de l'Église et de l'État. L'Église, effectivement, possédait énormément de forêts. Quand il a fallu effectivement séparer, l'État a récupéré bon nombre de forêts qui appartenaient avant donc, à l'Église. Et puis, pour ce qui est donc des départements de montagne, il y en a une partie, et on y reviendra dessus un peu plus tard, qui provient d'expropriation à l'époque donc de la création du service RTM. Et lorsque l'État a voulu restaurer les terrains en montagne, à l'époque où il y avait beaucoup d'érosion, donc à partir des années 1860 jusque vers les années 1930, voilà, juste avant la guerre, donc où l'État a exproprié des propriétaires, même des communes entières, de façon à revégétaliser, replanter des forêts pour éviter donc tous ces problèmes d'érosion qui étaient très prégnants dans les Alpes du Sud et également dans les Pyrénées et un petit peu, mais aussi dans le Massif central, donc notamment dans les gorges du Tarn et autour de Mans. Voilà. Alors, tout ça pour qualifier la forêt, donc je vous ai dit qu'elle était très très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1850, donc la surface des forêts françaises a doublé. Et ce phénomène n'a cessé de continuer et continue encore. En France, la forêt s'accroît environ de 40 000 hectares par an. Et cette forêt, cet accroissement se fait soit effectivement par plantation, mais essentiellement par colonisation et d'espaces qui effectivement ne sont plus cultivés ou ne sont plus pâturés, ou même quand ils sont pâturés, ne le sont plus suffisamment pour éviter l'expansion de la forêt. Il faut quand même savoir que la dynamique forestière est importante et qu'il faut absolument se battre pour se battre. C'est une image, hein, mais pour conserver donc des espaces ouverts. Cette dynamique est une dynamique naturelle et donc pour conserver des espaces ouverts, donc il faut effectivement la main de l'homme, qui a été très très importante donc à un certain moment et qui aujourd'hui est un peu moins forte. Ce qui fait qu'on a de nombreux espaces qui effectivement passent de zones qui étaient ouvertes et pâturées, voire cultivées, à des espaces qui deviennent forestiers. Alors, cette tendance est très, très importante, bien entendu, dans les zones de montagne, beaucoup plus que dans les zones de plaine. Effectivement, dans les grandes zones de plaine céréalière, la dynamique forestière est relativement faible, mais dans tous les massifs de montagneux ou de pré-montagne, et même les massifs méditerranéens, cette problématique est tout à fait d'actualité. Alors, malgré le fait que notre forêt soit très développée, qu'elle soit très importante, eh bien, depuis très longtemps, on a une balance commerciale de ce secteur d'activité économique qui est déficitaire. Donc, en fait, pas déficitaire en mètres cubes, mais déficitaire donc, en euros. On importe plus, ça coûte plus cher, les importations sont plus importantes en euros que nos exportations en bois pour la bonne et simple raison, c'est qu'en fait, les exportations se font plutôt en matières premières, donc on va exporter vers les autres pays de l'Europe. Alors pour ce qui est de notre région, notre principal acheteur, c'est l'Italie. Et on exporte donc des grumes, des produits bruts, des grumes,
et on importe plutôt des produits finis. Et ce qui fait que notre balance commerciale est effectivement en déficit. Et je peux même vous donner quand même, c'est assez préoccupant et ça préoccupe tout le monde parce que je crois que c'est le deuxième poste déficitaire juste après l'énergie et le pétrole. Donc ça, effectivement, ça doit nous alerter quand on possède la plus grosse ressource forestière d'Europe. Ça doit nous interpeller. Ça fait quand même de très nombreuses années que c'est le cas. Et c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une partie des actions que l'on doit mener et que l'on va mener, notamment par le biais de cette interprofession qui s'est un petit peu musclée depuis quelques années. Donc, pour travailler un peu plus sur l'aval de la filière et la transformation de nos produits, la mise en œuvre de ce bois pour effectivement plus consommer du bois et plus consommer du bois local, de façon à essayer de redresser un petit peu ce déficit commercial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais j'essaye d'aller un petit peu plus vite que l'autre fois, des produits sur commande, donc sur mesure si vous voulez. Et ce qu'on importe essentiellement aujourd'hui, c'est des produits standards qui nous proviennent de scieries de très grosse capacité, qui sont surtout présents dans le nord de l'Europe, en Allemagne, en Autriche, mais également bien sûr dans les pays scandinaves, et qui nous arrivent sous forme de produits calibrés, séchés, produits standards. Et ça, effectivement, on n'est pas compétitif. Et l'écart de prix fait que, bien, effectivement, c'est ces produits-là qui arrivent. Et puis également, ce qu'on importe, eh bien, c'est de l'ameublement et c'est du mobilier qui est fabriqué notamment en base intérieure de panneaux de particules, hein, on appelle souvent l'aggloméré, mais pas tout à fait juste titre. Et là également, on a des pays qui sont en pointe pour fabriquer ce type de bois, notamment l'Italie et du coup les pays scandinaves aussi. Et du coup, comme ils ont une industrie qui est beaucoup plus forte que la nôtre et beaucoup plus structurée, on a du mal. Donc là, l'objectif pour notre filière française, c'est peut-être de se muscler sur ces produits et d'arriver à être compétitif sur ces produits. Mais pour la forêt de montagne, ça va être très difficile, on le sait d'ores et déjà. Et il va peut-être plutôt falloir aller vers des produits de niche ou être inventif. Moi, malheureusement, si j'avais la réponse, et ça, je la donnerais, mais je pense que grâce à la création et au fait qu'on va plus travailler ensemble, notamment réunis autour de l'interprofession régionale, on va sans doute, dans les années à venir, trouver des solutions. On a déjà essayé de travailler sur le pen d'Alep avec sa qualification et peut-être qu'effectivement, on va arriver à trouver des idées. De toute façon, le maître mot, au départ, c'est quand même d'inciter la population à consommer de plus en plus de bois et après, on le verra un petit peu par la suite de l'intervention. Il y a des possibilités pour inciter les gens surtout à consommer du bois local et ça fait du bien effectivement à notre économie et ça fera aussi du bien à la planète parce qu'au moins le bois vient de loin, au moins l'atmosphère est polluée. Donc en région PACA, parce qu'on a fait un focus un petit peu sur la France, en région PACA, on n'est pas en reste. Donc, on avait vu quand même qu'on possédait le deuxième massif boisé de France. Alors, on a un très gros massif boisé dans le sud de la région, dans le Var. Là, la forêt, dans notre région, représente 1,5 million d'hectares et un capital sur pied de 116 millions de mètres cubes. C'est assez énorme. Et cette forêt est également, enfin on va le voir un peu plus tard, mais complètement assez sous-exploitée. Depuis 30 ans, ce qui caractérise aussi notre forêt et les espaces méditerranéens et montagnards, c'est que la surface forestière a augmenté de plus de 30% et continue à augmenter. Continue à augmenter de façon non négligeable. Hein. Sur le département des Hautes-Alpes, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs des Hautes-Alpes, c'est à peu près 1000 hectares par an qui effectivement passent à la forêt. Alors, pas tellement sur les terres agricoles, mais c'est essentiellement des zones de parcours et des zones d'alpage d'altitude qui sont colonisées par la forêt. On exploite sur notre région à peu près 800 000 m3 de bois par an. C'est des chiffres donc, qui sont difficiles à obtenir de façon vraiment juste, parce qu'il y a autant la part qui est exploitée par la voie commerciale, bon, on arrive à peu près à la cerner,
Mais il y a quand même toute une part d'autoconsommation qui est difficile à estimer. Et je pense que ce chiffre est peut-être un petit peu sous-estimé, mais bon, de toute façon, c'est un ordre d'idée. Ça représente 5% du volume national et surtout, ce qu'on va voir, c'est qu'on est loin d'exploiter l'accroissement dans notre région. Effectivement, on exploite qu'à peu près 20% de l'accroissement, c'est-à-dire que chaque année, quand notre forêt s'accroît de 100 mètres cubes, ben, on n'en exploite que 20. Alors, ce n'est pas très grave parce qu'effectivement, c'est du capital qui s'immobilise. Dans un premier temps, effectivement, on stocke du carbone. Mais au bout d'un moment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, là, on est dans un stade où les forêts vieillissent. Au bout d'un moment, les arbres meurent, reviennent au sol. Et effectivement, le carbone n'est plus stocké. Au niveau des essences qui sont exploitées dans notre région, eh bien, la plupart des volumes sont exploités aux 2/3, donc c'est des résineux. Ça provient aussi essentiellement par rapport à la ressource. On a une ressource en bois résineux qui est importante. Pour la bonne et simple raison, et c'est ce que je vous avais expliqué lors du dernier déploiement, c'est qu'on a des forêts jeunes et des forêts d'altitude. La plupart des forêts jeunes sont des forêts qui ont été colonisées par des espèces pionnières, donc c'est souvent des résineux. Et en altitude, effectivement, la proportion de résineux est souvent plus importante que la proportion de feuillus, puisqu'à partir d'une certaine altitude ou d'un certain degré d'humidité dans l'air, donc ça c'est valable pour le Briançonnais et toutes nos vallées retirées, les feuillus disparaissent pour laisser leur place qu'à des résineux. Donc, pour résumer, au niveau de notre région, on a une région qui est très boisée, qui continue, dont la forêt continue à s'étendre et qui est quand même assez sous-exploitée. Alors maintenant, donc, on continue notre focus et on descend au niveau du département des Hautes-Alpes. Donc, avec une forêt qui couvre 234 000 hectares. Alors là, ça représente bientôt aujourd'hui 50%, pas tout à fait 50% de la surface du département, en sachant qu'en plus, ces chiffres sont de pourcentage, je ne les ai pas mis là, on n'a pas voulu les mettre effectivement sur ce diaporama. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il ne faut pas comparer le taux de boisement des Hautes-Alpes à celui de la Beauce. Effectivement, pour calculer un taux de boisement, on prend la surface totale d'un département et on prend la surface totale de la forêt et on fait le ratio. Et dans un département comme le nôtre, ce ratio est tronqué pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons toute une partie de notre département qui est située au-dessus de 2400 mètres d'altitude, la zone au-dessus donc de la zone sylvestre, et toutes ces zones-là ne peuvent pas être colonisées par la forêt. Donc ce chiffre est un peu fou. C'est pour ça donc on ne parle pas de pourcentage. Donc la forêt est quand même relativement importante. Par contre, par rapport à ce que je vous ai dit et par rapport au niveau national où la forêt représente est composée de 80% de forêt privée, à peu près, un petit peu moins, dans notre département, la forêt privée ne représente que 35%. Et 35% de la surface. Alors, pour l'explication, elle tient essentiellement dans le fait que les forêts communales sont très, très importantes. Je vous ai expliqué que tous ces pâturages, tous ces biens qui étaient détenus en commun, qui étaient pâturés par l'ensemble des gens des communes et qui sont boisés, ça explique qu'on a de très, très grosses forêts communales. Et puis, on a donc une part de forêt domaniale dans les Hautes-Alpes qui est assez importante, du fait donc des expropriations qui ont eu lieu donc, au niveau du RTM qui a été très actif dans notre département, et puis du fait de la séparation des biens de l'Église et de l'État, on a de très grosses forêts domaniales, notamment donc la plus importante qui est la forêt de Turbon, et puis une autre dans l'Embrunet qui est aussi assez importante, donc qui est la forêt de Boscodon. Cette forêt privée dans le département, et comme partout en France, c'est très morcelé. Alors, c'est assez exacerbé dans notre département. Tous les départements de montagne, c'est le cas. Il y a 18 000 propriétaires qui possèdent donc en moyenne moins d'1 hectare.
Et c'est une des principales raisons de la sous-exploitation de la forêt privée et de la forêt en général en France. Donc, c'est que toute la partie forêt privée est difficilement gérable parce que très, très morcelée, et difficile de retrouver les propriétaires. Et surtout, du fait qu'ils possèdent de petites surfaces, c'est difficile de les mettre en gestion. Alors, au niveau de la forêt des Hautes-Alpes, l'accroissement est fort, je le redis là, donc c'est à peu près 1000 hectares par an. Il faut quand même savoir qu'on fait très très peu de plantations. Les programmes de plantation auxquels on avait pu assister donc jusque dans les années 2000-2010, qui bénéficiaient donc soit du Fonds forestier national jusque dans les années 80-90, donc des subventions de l'État, et puis après, avec un relais, avec des subventions de l'État et de l'Europe, se sont taris. Et aujourd'hui, la plupart de ces 1000 hectares qui sont gagnés par an sont donc des boisements naturels, de forêts naturelles. Donc, le taux de boisement de 35%, alors il est un peu plus important. Alors je vous ai dit, 35%, c'est le taux de boisement dans les Hautes-Alpes des forêts de production. Et surtout, on assiste à une fermeture des milieux qui est très, très importante et qui questionne énormément tous les acteurs. Alors, c'est valable pour les Hautes-Alpes, mais en général sur la région PACA. Cette fermeture des milieux questionne beaucoup d'acteurs du territoire et ça pose une problématique, plusieurs problématiques. Notamment donc en région PACA, la forte problématique du risque incendie, puisqu'aujourd'hui, donc la fermeture du milieu fait que les forêts viennent toucher les zones d'activité humaine et les zones de vie, et le risque d'incendie de forêt est augmenté de façon très importante. Avec les problématiques du réchauffement climatique, c'est vrai que ça pose d'énormes questions. Et puis également, donc d'autres enjeux, des enjeux paysagers, des enjeux de biodiversité et puis effectivement des enjeux au niveau de l'agriculture et des espaces disponibles pour les agriculteurs qui se voient donc rognés par les infrastructures et l'urbanisation d'un côté et puis rognés de l'autre côté un petit peu par la forêt, ça pose également des problèmes à notre agriculture. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite et que tout le monde suit encore. Toujours pas de questions? Oui, moi j'aurais une question. Oui, parce que vous parlez là de la fermeture des milieux par la forêt, mais la forêt, avant qu'elle soit exploitable en recolonisation naturelle, il y a de nombreuses années, donc il n'y a pas des taux de… Enfin, je ne sais pas comment on peut comptabiliser tout ça dans le même panier en quelque sorte, parce que ce n'est pas du tout la même forêt. Oui, Jean-Michel, pardon, on a une question qui demande, est-ce que tu peux préciser ce que c'est que la fermeture des milieux? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, donc, quand je vous parle du fort taux d'accroissement de 1000 hectares par an, c'est donc ce qui est colonisé, et ça, on a en France un organisme qui se charge qui est dédié uniquement à ça, donc à qualifier la forêt, qui s'appelle l'inventaire forestier national, où on a du personnel qui parcourt la France donc de façon continue et qui, à l'aide de photos aériennes et de relevés de terrain, donc qualifie la France, qualifie la surface boisée de la France. Alors effectivement, ces accroissements-là qui sont donnés se font par rapport à des pourcentages et on parle de forêt à partir du moment où il y a plus de 10% du couvert qui est occupé par du couvert forestier. C'est très faible, mais le problème, c'est quand même la tendance qui est importante, parce qu'effectivement, en cours de colonisation, toutes les forêts, la plupart des forêts qu'on a dans les Hautes-Alpes sont issues du même processus, c'est-à-dire qu'au départ, on a un terrain qui est nu, et à partir du moment où il y a un entretien moins important ou un abandon, la forêt, ce terrain se colonise. Alors, dans certains endroits, c'est effectivement plutôt une fruticée, donc des buissons, mais ces buissons sont ensuite mélangés à des essences et constituent effectivement des essences des forêts de première génération. Et ces forêts de première génération aujourd'hui
quelques années après, 50 ou 60 ans après, sont les forêts que l'on a effectivement sur une partie du département. Elles sont totalement exploitables et effectivement, elles peuvent donner effectivement de bons produits. Alors, d'autant plus que si elles sont gérées. Une forêt de première génération dans laquelle effectivement on pratiquerait une sylviculture en faisant donc, ce qu'on a vu lors du premier des diaporamas, donc peut-être des dépressages, mais à minima des éclaircies et de la sélection, elle peut donner donc à terme des arbres de qualité, notamment dans les essences de résineux de montagne, donc du mélèze, puisque les mélèzes, on vous l'a dit, je vous l'ai dit donc dans le premier diaporama, l'essence phare des Hautes-Alpes, c'est une essence qui est pionnière, c'est difficile à régénérer et la plupart des peuplements que l'on a sont des peuplements de première génération. Et ça n'empêche pas qu'on sorte effectivement des produits de qualité. Donc la tendance des 1000 hectares par an, effectivement, ce n'est pas 1000 hectares par an qui vont être exploitables l'année d'après, mais cette tendance et la révolution des forêts fait que ces 1000 hectares qui se reboisent effectivement en 2020 vont constituer des forêts exploitables à l'horizon 2070, voilà, dans un premier temps, et ensuite, effectivement, des forêts, mieux, si elles sont gérées, donc, et pourront donner des produits donc, aux générations futures après 50 ans. Ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est qu'à l'instant où je vous parle, donc dès qu'un terrain, en législation française, et on en a parlé lors de la dernière séance, dès que vous avez un terrain qui est boisé depuis plus de 30 ans chez nous, vous passez donc dans une autre catégorie, donc vous êtes vraiment dans la catégorie forestière, et donc à partir de ce moment-là, c'est considéré dans la législation comme une forêt pérenne, et pour revenir à un espace ouvert, donc à un milieu ouvert, il faut faire une demande de défrichement qui est acceptée ou pas par l'État, et qui est aujourd'hui, à le moment où je vous parle, donc susceptible, donc ces défrichements de devoir s'acquitter donc de compensations qui sont relativement importantes, puisque dans le département des Hautes-Alpes, elles varient de 5 000 à 25 000 euros par hectare. Donc, quand ces forêts auront plus de 30 ans, pour l'instant, peut-être que la législation changera, puisqu'une loi peut en défaire une autre, hein, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce phénomène est important et met sous cloche effectivement ces milieux qui étaient ouverts de façon assez pérenne. Pour répondre et en finir à la question des milieux ouverts, la fermeture des milieux, aujourd'hui, beaucoup de sociologues en France s'accordent pour dire que notre civilisation est faite quand même pour vivre dans des milieux plutôt ouverts par rapport à des civilisations qui vivraient en Amazonie. L'homme est habitué à vivre dans ces milieux qui sont plutôt ouverts et le fait que ces milieux se ferment, c'est pas bon d'un point de vue sociologique, mais c'est pas bon aussi d'un point de vue paysager. Imaginez quand même bien que, alors pour prendre un exemple, mais si vous alliez en vacances dans un milieu totalement fermé où votre regard s'arrêtait à la forêt, au bout d'un moment, effectivement, on n'est pas bien, on a besoin de sortir. Ce qui fait l'intérêt et l'attrait de nos paysages, c'est la biodiversité de ces paysages et le fait qu'à des moments, effectivement, on a de la forêt, on peut y être dedans, mais à des moments, on peut sortir, on peut avoir des points de vue, on peut avoir des perspectives, on peut avoir effectivement des visions avec des visions lointaines. Et c'est ça qui est intéressant, qui fait la richesse des paysages et qui fait l'intérêt touristique aussi et l'intérêt de la totalité donc, des paysages de notre région et son attrait avec tous les gens qui y viennent. Si c'était totalement forestier, ce qui peut un peu se passer à certains moments sur les plateaux du Massif central, là, l'intérêt touristique et l'intérêt paysager est moins visible, à part pour les champignons peut-être, et donc ces régions sont moins visitées par le tourisme.
Si je peux me permettre d'apporter un complément, alors je suis désolée si vous ne m'entendez pas, je vais forcer un peu. Bon, très bien. Souvent, pour illustrer la fermeture des milieux, on parle de milieux qui étaient destinés au pâturage et ensuite, voilà, il n'y a plus de pâturage, donc il y a moins d'herbes et les arbres arrivent et colonisent et ferment petit à petit ce milieu, ferment cet environnement. C'est ça qu'on appelle la fermeture des milieux. Parce que j'avais peur que le sens n'était pas bien compris. Merci. Voilà, et ben on peut continuer si tu veux, Jean-Michel. Allez. Juste aussi, alors la fermeture des milieux, donc Claire vient d'en parler. Là, on refait un focus parce que sur le département des Hautes-Alpes, on ne peut pas effectivement, alors j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais on ne peut pas passer sous silence tout le travail qui a été fait par les forestiers au cours du siècle dernier notamment et même de celui d'avant, donc de reforestation avec donc ces problématiques de ruissellement et ces problématiques de glissement de terrain qui étaient présentes notamment au moment du pic de population dans nos départements, donc vers les années 1860, où on a un petit peu surexploité le milieu à cette époque-là. Et où, à chaque orage, il y avait de gros problèmes sur les infrastructures et également sur les populations, puisque, je le rappelle, à cette époque-là, c'était surtout les enfants qui gardaient les troupeaux. Et lorsqu'il y avait des coulées de boue après des orages, on avait malheureusement à déplorer pas mal de pertes chez les enfants ainsi que chez les animaux. Donc, la loi sur le RTM a été promulguée en 1860 et des travaux ont été réalisés, des travaux de reboisement, des travaux d'interdiction, de mise en défense d'interdiction de pâturage, et c'est pour ça que la forêt n'est pas toujours vécue par les populations chez nous, plutôt vécue comme un ennemi que comme un ami, et puis des travaux de correction torrentielle. Et donc là, c'est une photo donc, de la montagne de Céus, pour ceux qui l'auront reconnue, donc en 1890. Et celle et la voilà aujourd'hui, et cette forêt que souvent les gens qualifient d'espace naturel, eh bien, elle est totalement artificielle, puisqu'elle a été totalement plantée donc, par les services des eaux et forêts à l'époque, et reboisée essentiellement en mélèze et en pin noir. Donc aujourd'hui, lorsqu'on promène dans cet espace, pour les gens qui font de l'escalade et même ceux qui font de la randonnée, bon, ben, on voit une forêt avec des arbres relativement adultes, assez grands, avec même un sous-étage qui commence à revenir, puisque en deuxième génération, ben, effectivement, on a des espèces qui vont recoloniser, comme le hêtre et le sapin. Mais il faut savoir qu'elle arrive, qu'elle revient de loin et qu'elle revient donc d'une action forte de l'homme en matière de reforestation. Alors, c'est un exemple sur Céuse, mais il faut savoir qu'on a énormément de forêts qui ont suivi le même processus, hein, dans le Buech avec du pin noir, mais également dans le Champsaur, au-dessus de Chaillol. Toutes ces forêts sont là, en fait, toutes ces forêts de mélèze du Champsaur, dont la plupart sont artificielles, et puis effectivement plus haut, dans le département avec de nombreux reboisements sur des parties où les torrents étaient très actifs. Le plus grand torrent de France, du moins le plus actif sur lequel effectivement on a fait le plus d'ouvrages et de travaux, il est dans les Hautes-Alpes, c'est le torrent du Boscodon. Le deuxième est dans les Alpes de Haute-Provence, dans la vallée de Barcelonnette, c'est le Rio Bourbon. Voilà. Alors là, je vais pouvoir me reprendre un peu et laisser, à moins que vous ayez des questions, peut-être. Quelles sont les raisons du choix du pin noir, effectivement, qui est très présent maintenant? Alors, à l'époque, effectivement, il faut savoir que ces terrains sont des terrains qui sont relativement pauvres et difficiles à reboiser. Toute une partie a été
reboiser à l'aide de buissons, mais le forestier a toujours effectivement l'idée de pouvoir implanter de la forêt même en première génération et pouvoir ensuite pouvoir l'exploiter. À cette époque-là, donc on a effectivement cherché des essences et dans notre région, il y a une partie des terrains qui sont à moyenne altitude sur lequel le mélèze a du mal à pousser. Donc, le mélèze, on peut le mettre à partir de 1100, 1200 versant nord et même en versant sud, mais en dessous, c'est peu possible. Donc, naturellement, à cette époque-là, il n'y avait que le pin sylvestre qui donnait et qui donne toujours en première génération, lorsqu'il n'y a pas de sylviculture, souvent des peuplements de qualité de bois médiocre. Donc, le pin sylvestre sur terrain calcaire, il est souvent tortueux et il a des qualités technologiques qui ne sont pas toujours valables. Donc, les forestiers, à l'aide d'arboretums et de leurs connaissances, sont allés chercher cette essence qui avait comme principale particularité, notamment par rapport au pin sylvestre, de pousser droit, de pousser vite et d'être adapté à ces terrains calcaires très peu fertiles comme les marnes. L'intérêt de pousser droit, il a été surtout poussé parce que ces bois de pin étaient utilisés à cette époque-là essentiellement en bois de mine. Il y avait encore beaucoup d'exploitations minières et ils étaient tous, enfin pas tous, mais en très très grande partie destinés, donc, comme c'était des bois courts, à l'utilisation en été de mine. Et vous comprenez donc l'intérêt que les forestiers ont porté au pin noir, puisque la principale caractéristique du pin noir, c'est que c'est un pin qui pousse droit. Donc, on a fortement favorisé cette essence pendant des années, en sachant que même aujourd'hui, de toute façon, le panel technique est relativement réduit, puisque donc dans ces zones de piémont sèche, on a un panel réduit d'essences résineuses. Hein. On a du pin noir d'Autriche, on a le pin lariceau de Corse, le pin lariceau de Calabre et le pin Salzmann qui vient des Cévennes, mais et puis le cèdre de l'Atlas qui est utilisé. Il faut savoir que pour ce qui est de ces autres essences, elles préfèrent des terrains qui ne sont pas trop argileux. Et les essences comme le cèdre, par exemple, sur des marnes, ont un comportement il ne va pas pousser. Il faut plutôt des terrains caillouteux, aérés. Et donc, même encore aujourd'hui, si on avait reboisé des terrains très, très argileux ou des marnes, on a un panel d'essences qui est relativement réduit. Donc, le mélange, aujourd'hui, se fait naturellement parce que après une plantation de pin noir, eh bien, effectivement, naturellement, il vient des feuillus, on va favoriser ce mélange. Mais sur le panel d'essences à utiliser, on est quand même relativement réduit. Voilà pourquoi on a utilisé beaucoup le pin noir et, il faut quand même le dire sur notre département, beaucoup le mélèze, et que même aujourd'hui, si on reprenait des campagnes de reboisement, de toute façon, c'est des essences qui seraient encore utilisées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste le troisième arbre, là, il y avait le cèdre de l'Atlas, le lariceau de Sardaigne. Voilà. Alors après, vous avez deux autres pins qui sont le pin lariceau de Corse, donc qui est un pin noir d'Autriche, et le pin de Calabre, un peu moins que, enfin, il sera un peu moins droit que il pousse un peu moins droit que le pin lariceau de Corse, et le pin Salzmann. Au départ, dans les Alpes du Sud, ces pins lariceaux, on les a peu utilisés parce que dans leur région d'origine, il s'avère qu'ils poussent sur des terrains qui n'ont pas de calcaire actif, qui ne sont pas calcaires. La Corse, la plupart de la Corse est située sur des terrains granitiques ou volcaniques et sur lesquels il n'y a pas de calcaire actif. Et les Cévennes, c'est exactement. Et les forestiers, ils ont bien saisi ça et ils pensaient, et il y en a encore qui le pensent, que si on implantait du pin lariceau de Corse sur des terrains calcaires, il serait victime de chlorose et pousserait très difficilement. Malgré tout, pour diversifier les essences, il en a été introduit et aujourd'hui, force est de constater, puisqu'on en a des plantations qui ont 30 et 50 ans et plus de ces pins lariceaux, que dans certains endroits, le pin lariceau de Corse, il s'adapte tout à fait aux terrains calcaires, alors pas sur les mares, mais sur des terrains calcaires un peu filtrants.
et donc il arrive à pousser aussi vite et des fois même plus vite que le pin noir d'Autriche. L'avantage du pin laricio de Corse par rapport au pin noir d'Autriche, c'est sa branchaison. Et donc, comme il a une branchaison fine, il va donner du bois avec des nœuds beaucoup plus réduits et il sera beaucoup plus apte à scier et à donner des produits de qualité que le pin noir d'Autriche qui, malheureusement, quand on le scie, est un bois lourd, résineux et avec des grosses branches et des gros nœuds, et qu'on destine essentiellement dans le sciage au bois de palette, enfin, ce que nous appelons du bois d'emballage, des palettes ou de la caisserie. Le pin laricio, lui, est capable de donner, effectivement, serait capable de donner du bois qui pourrait même être transformé en menuiserie. Donc aujourd'hui, dans la diversification, lorsque on fait des plantations, si on avait à en faire, peut-être qu'on réserverait le pin noir d'Autriche aux terrains les plus pauvres et les plus argileux, les plus compacts, les moins aérés en fait. Et puis dès qu'effectivement on arrive à des terrains un peu plus propices et un peu plus aérés, un peu moins asphyxiants, eh bien on préférera le pin laricio et bien entendu le cèdre de l'Atlas dans les régions piémonaises. Si j'ai répondu à la question, je vais passer la parole à Claire pour nous parler un petit peu donc, des métiers et de l'emploi. Donc. Claire, si tu veux bien. C'est parti. Donc, on a bien parlé lors de la dernière séance de la fonction économique de la forêt. Et donc ça, pour l'interprofession, c'est quelque chose de très important puisque, en fait, on parle de la filière forêt-bois, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de métiers et d'emplois qui sont en fait des maillons d'une grande filière qu'on appelle la filière forêt-bois. Donc, les métiers et les emplois ne s'arrêtent pas à la forêt, bien évidemment. Je vais vous les détailler après. Pour information, sachez qu'en France, la filière forêt-bois emploie plus de 200 000 salariés et représente plus de 450 000 emplois. La différence, c'est aussi évidemment les chefs d'entreprise qui sont comptés dans les salariés. Pour vous donner une idée, en région PACA, la filière forêt-bois, donc le cœur de filière, représente quand même 11 000 emplois. Donc, ce qui est pas négligeable. Mais tu peux rester sur la diapo précédente si tu veux, bien. Oui, dis-moi alors. Pardon? Oui, dis-moi quand il faut que je change. D'accord, merci. Donc, comme je vous l'ai dit, on est une très grande filière qui représente une grande diversité de métiers. Donc, les métiers de la gestion forestière, dont on a quand même beaucoup parlé, donc des techniciens forestiers, des gestionnaires forestiers, donc qui font ce qu'on appelle la sylviculture. Ensuite, on a tous les métiers de la récolte. Donc là, c'est les exploitants forestiers, les entreprises de travaux forestiers. On a aussi les entreprises de transport de bois, puisque bien sûr, il faut transporter les bois de la forêt vers la scierie ou vers les unités de transformation. Puisqu'on l'a vu, il y a plusieurs débouchés pour les bois. Donc, les bois d'œuvre qui vont aller en scierie, les bois qui seront destinés à l'industrie, donc pour faire du papier notamment, et le bois qui va être transformé en énergie, donc pour alimenter les grosses centrales à biomasse, soit qui va être transformé avant ça en plaquettes forestières pour alimenter les plus petites chaufferies, qui sont quand même de grandes chaufferies, mais plus petites que les grosses centrales biomasse évidemment, et les réseaux de chaleur. Donc ensuite, on a évidemment les emplois en scierie. Donc là, il y a une multitude d'emplois que vous devez imaginer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le scieur de tête, c'est-à-dire en gros le pilote de la scie, les différents manutentionnaires. On a aussi tout ce qui est négoce autour du bois qui représente pas mal d'emplois. Ce qui nous intéresse, nous, et ce qui représente le plus d'emplois, c'est-à-dire plus de 600 emplois dans les Hautes-Alpes, c'est tout ce qui est lié à la construction bois, les charpentiers, les constructeurs bois, les menuisiers, les poseurs, mais aussi
les métiers qui sont autour de ces entreprises de construction bois, c'est-à-dire des techniciens de bureaux d'études, des ingénieurs de bureaux d'études qui vont concevoir les structures et qui sont intégrés dans les entreprises de charpente. Voilà, vous pouvez voir d'ailleurs sur les images en bas à gauche, ça c'est des photos qui sont prises dans des entreprises de charpente locales où on voit bien qu'il y a beaucoup de travail de bureaux d'études et on voit aussi des machines de taille numérique que vous pouvez voir sur la deuxième photo. Voilà, ensuite on a aussi évidemment tous les métiers d'art, les métiers d'ébénisterie, vous connaissez sans doute les meubles du Kera qui sont principalement faits en plein Sambro, qui représentent une petite partie des emplois. Et voilà. Ensuite, évidemment, il y a tous les métiers associés, notamment associés à la construction, c'est-à-dire les économistes de la construction, les architectes, les ingénieurs de bureaux d'études indépendants. Voilà. Tous ces métiers sont très importants dans les Hautes-Alpes et surtout, on ne peut pas les délocaliser. Donc, c'est vraiment une filière très dynamique pour notre département et qui, en plus, est vraiment boostée ces dernières années par l'engouement que suscite la construction bois. Vous avez dû voir fleurir autour de vous de plus en plus de constructions, alors de maisons individuelles, mais aussi de bâtiments publics. Les communes sont de plus en plus investies dans des démarches environnementales. En tout cas, elles s'intéressent à leur impact carbone et aussi à leur impact économique sur leur environnement économique proche. C'est pour cela que très souvent, pour les bâtiments publics, en tout cas de plus en plus souvent, on a recours à la construction bois avec des entreprises locales et souvent encore plus, enfin pas plus souvent, mais de plus en plus avec des bois locaux. Voilà. Un petit mot aussi pour vous dire que tous ces métiers, ils peuvent s'apprendre pour la plupart d'entre eux, enfin pour certains d'entre eux localement, puisqu'on a des centres de formation existants dans les Hautes-Alpes et généralement en région. Vous connaissez peut-être le lycée Coutrin à Saint-Jean-Saint-Nicolas, donc qui prépare les jeunes notamment au bac pro menuisier agenceur. Ils sont très dynamiques. Vous connaissez sans doute le lycée d'Embrun aussi, le lycée Alpé-Durance, donc qui prépare des CAP, des bacs pro à la menuiserie, à la construction, et qui a aussi un BTS SCBH, donc système constructif bois et construction. Ça, c'est typiquement des jeunes qui seront techniciens de bureaux d'études dans des entreprises de charpente, donc ça, c'est très intéressant. On a aussi bien sûr les compagnons du devoir à l'Argentière et aussi plus modestement à la Fressinouse, donc qui préparent pas mal de diplômes à la menuiserie et à la construction bois. Et sans doute que j'en oublie, un autre centre de formation qui est très connu dans la région, alors c'est un petit peu plus loin, c'est dans le Vaucluse, c'est le centre forestier de la Bastide des Jourdans, qui lui forme à tous les métiers plutôt forestiers, c'est-à-dire conduite d'engins, gestion et conduite de travaux forestiers. Ils forment des bûcherons et des techniciens. Je te remercie Jean-Michel, tu peux passer à la suivante. Donc en région, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la filière forêt-bois représente 11 000 emplois 100% bois. C'est-à-dire que là, je ne vous compte pas les architectes, évidemment, les menuisiers qui font principalement du PVC. Voilà, là, c'est vraiment 100% bois. Et ça représente 2800 entreprises dont l'activité est 100% tournée vers le bois. Et plus généralement, on compte 6200 entreprises en région PACA qui contribuent à la filière forêt-bois, donc avec l'exemple des menuisiers bois, PVC et alu. Très bien. La suivante. Donc, dans les Hautes-Alpes, ça on l'a sans doute dit aussi, mais je le redis, la majorité, en tout cas 42% des bois récoltés sont utilisés en bois d'œuvre.
Il faut savoir que le bois d'œuvre en région PACA vient principalement des Hautes-Alpes et notamment évidemment du mélèze qui est une essence qui convient très bien au niveau de la construction. Donc voilà, vous l'avez sur la ligne suivante, 85% du bois d'œuvre en région sud vient des Alpes du Sud, c'est-à-dire des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, je vous l'ai aussi dit tout à l'heure, la filière bois, c'est vraiment un secteur très important. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais 1,8% des salariés des Hautes-Alpes travaillent dans la filière bois et c'est finalement très important. Après, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est très important. Et cette part est évidemment plus importante encore dans le Briançonnais, où elle atteint 2,2% de l'emploi. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions sur l'emploi, la formation dans les métiers du bois? Non? Bon, eh bien, écoutez, je repasse la parole à Jean-Michel. Alors, nous avons parlé de la filière bois. Je vous ai parlé du déficit de la France aujourd'hui, mais maintenant nous allons voir comment effectivement on va pouvoir favoriser une gestion durable, donc une gestion qui est proche de la nature, qui n'est pas destructrice de la forêt, et surtout favoriser donc la gestion de la forêt dans notre région plutôt que effectivement, même quand on utilise du bois, utiliser du bois qui vient d'ailleurs. Alors, on a effectivement des outils qui nous permettent de faire ça. Alors, je voulais quand même expliquer lors de la première séance, en France, la forêt est extrêmement protégée et il y a très peu de chances pour que lorsque vous achetez du bois français, ce bois provienne d'une exploitation qui ne participerait pas aux règles de la gestion durable des forêts. Cependant, à des moments, quand on achète du bois, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas, des fois il faut faire appel à du bois qui vient effectivement de l'étranger parce qu'on n'arrive pas tout à fait à trouver ce qu'on veut chez nous. Et c'est exactement pareil que quand on fait une maison, on peut ne pas tout faire en bois aussi. Donc, voilà. Et bien, il y a des moments quand on construit un meuble ou quand on fait une maison, quand on fait un bâtiment, eh bien, on ne peut pas avoir que des produits locaux. Et il existe des labels aujourd'hui qui, quand même, nous rassurent et nous certifient surtout que ces bois sont bien issus de la gestion durable des forêts de quelques endroits qui viennent. Alors, il y a deux grands labels au niveau international qui sont utilisés. Donc, ils sont le label FFC et le label PEFC. Et en France, le label le plus connu et le plus utilisé, puisqu'il a été choisi plutôt par l'ensemble des acteurs de la filière, des propriétaires jusqu'aux transformateurs, c'est le label PEFC. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne? En fait, l'idée, c'est de rassurer le consommateur final que lorsqu'il achète un produit, quel qu'il soit issu de la filière bois, ce produit provient bien de la gestion durable des forêts. Donc, dans la gestion durable des forêts, je vous rappelle qu'il s'agit d'une gestion qui fait que même si on exploite de la forêt, en lieu et place de là où on a exploité des arbres, il reviendra tout le temps des arbres à cet endroit-là. Et surtout, qui respecte également des critères d'emploi et des critères socio-économiques. C'est-à-dire qu'en fait, la forêt est bien exploitée, mais elle l'est fait aussi par des entreprises qui respectent tout un tas un cahier des charges et qui respectent donc ses salariés et les lois en vigueur au niveau les lois sociales en vigueur. Donc ce mécanisme, c'est toute une chaîne de contrôle qui est certifiée par un organisme indépendant et qui va certifier donc la forêt au niveau de ses propriétaires qui s'engagent et qui font respecter à l'intérieur donc les règles de gestion durable. Qui également donc sont certifiées les entreprises d'exploitation forestière, donc qui respectent tout un tas le cahier des charges, donc au niveau de l'exploitation forestière, avec par exemple
le fait de laisser des arbres secs pour la biodiversité, le fait d'utiliser donc des huiles bio, enfin, tout un tas de critères, et puis jusqu'au transformateur final qui, lui, utilise donc du bois issu de ces forêts, il applique un processus relevant donc des règles sociales et qui fait que le produit en bout de chaîne va sortir donc avec ce label que vous voyez, donc en France essentiellement le label PEFC, mais vous allez trouver du papier FFC également. Donc ça fait partie donc d'une chaîne et ça fait partie donc d'une décision de l'ensemble des acteurs de prouver qu'ils sont bien dans un cercle vertueux. Et aujourd'hui, nombre d'efforts est fait aussi bien par donc l'interprofession, mais par les exploitants forestiers et nous aussi au niveau de la gestion forestière de convaincre le maximum de personnes de participer à ce label. Alors, c'est un petit coût, effectivement, enfin, un petit gros pour les entreprises, mais c'est un coût, mais ça rassure le consommateur et surtout, c'est très, très important de pouvoir prouver aux consommateurs et ainsi qu'à l'opinion publique que la forêt est certifiée gestion durable. Alors, de plus en plus, de toute façon, les donneurs d'ordre publics emboîtent le pas et demandent, lorsqu'on fait les bâtiments publics, et c'est tout à fait dans une logique, que les bois utilisés, les bois mis en œuvre soient PEFC. On le voit aujourd'hui dans les appels d'offres qui sont passés pour la réalisation de bâtiments publics, mais on le voit également dans les appels d'offres qui sont passés au niveau des chaufferies des collectivités, où la plaquette forestière, on demande souvent donc quel est le label PEFC. Donc, il s'agit bien donc d'un label qui certifie que les bois proviennent bien d'une gestion durable. Jean-Michel, il va falloir accélérer. D'accord. Alors, on peut agir encore plus auprès de notre filière, parce que l'idée, donc, c'est de travailler au niveau des territoires avec d'autres labels et d'autres marques qui, elles, vont certifier une origine géographique. Donc ça, c'est très, très important parce que ce que je vous ai dit, il y a une partie du bois qui est importée, c'est des fois difficile. Et si on est vraiment quelqu'un qui pense vouloir essayer d'utiliser du bois le plus près possible du territoire, eh bien aujourd'hui, on a deux outils pour ce qui concerne les Alpes du Sud et la région PACA. Donc, un outil de certification, qui est une certification exactement pareille que celle que je vous ai décrite pour PEFC, donc qui est bois des Alpes. Quand vous achetez du bois ou vous achetez des produits finis qui ont le label bois des Alpes, c'est certifié que les bois qui sont utilisés proviennent de forêts du massif alpin, donc Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Alpes-Maritimes et communes limitrophes, et qui ont été transformés dans des entreprises donc, du massif des Alpes. Et puis, plus localement, donc pour les Hautes-Alpes, on a des entreprises qui utilisent, et vous pouvez avoir du bois qui utilise la marque Hautes-Alpes naturellement. Alors, ce n'est pas une certification, c'est une marque. Les gens qui adhèrent à cette marque et à son cahier des charges, donc c'est des bois qui proviennent des forêts des Hautes-Alpes et qui ont été transformés et qui sont mis en œuvre par des entreprises des Hautes-Alpes. C'est un peu plus restrictif, mais ce cahier des charges est utilisé énormément dans la filière agroalimentaire des Hautes-Alpes et il a été demandé par certains acteurs de la filière des Hautes-Alpes. Voilà, je pense qu'on en a fini, parce qu'il faut accélérer. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment mis un coup de booster. Et aujourd'hui, maintenant, donc on a fini la présentation telle qu'on avait prévu. Donc elle s'est fait en 2 fois, malheureusement. Mais enfin, bon, on remercie les gens qui ont pu assister aux deux réunions. On va en passer maintenant à des questions. On vous écoute. Et puis, dans le cas où on serait un petit peu en panne de questions, on vous a préparé un petit quiz si on a encore le temps de savoir si vous avez compris, vous avez bien suivi l'intervention.
Voilà, si quelqu'un a des questions, qui n'hésite pas, il branche son micro, il la pose et Claire et moi, on essaiera de vous répondre. Si tu vois bien, Jean-Michel, tout à l'heure, il y avait une question sur les techniques de récolte en forte pente. Est-ce que tu veux en dire un mot? Alors, oui, effectivement, je peux en dire un mot. Donc, les techniques de récolte sur forte pente, il faut savoir que dans la mesure du possible, au plus la technique à mettre en œuvre sera compliquée, au plus ça va influer sur la faisabilité et le prix de vente du bois sur pied. Puisqu'en fait, lorsqu'on vend une coupe de bois à un exploitant forestier ou lorsqu'on la met en œuvre, le prix que l'on peut payer aux propriétaires, aux détenteurs de la ressource est une valeur résiduelle. En fait, le prix du bois bord de route à port de camion, il est à peu près connu de tous, hein, et c'est les frais d'exploitation qui sont déduits de ce prix bord de route qui, effectivement, on en déduit ce qu'on peut donner aux détenteurs de la ressource, aux propriétaires, aux communes, à l'État. Donc, si au plus les frais d'exploitation vont être importants, au moins la part pour le propriétaire sera importante, jusqu'au moment où ces frais d'exploitation dépassent le prix de revente port de route, auquel cas la coupe, elle ne peut pas être faite, elle ne peut pas être vendue. Donc, en montagne, effectivement, ce coût d'exploitation sont plus élevés qu'en plaine. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on ne peut pas mécaniser l'exploitation. On est souvent loin, il y a plus de pistes à faire. Et les rendements, effectivement, pour exploiter du bois en pente, sont beaucoup moins importants qu'en plaine. Donc, dans la plupart de nos forêts, on essaye d'améliorer la desserte pour arriver avec des matériels forestiers plus près de la ressource et équiper les forêts de pistes forestières, donc à camion, qui après peuvent ou pas être fermées au public, et puis des traînes forestières qui ne sont ouvertes, elles, que pour la durée de l'exploitation. Donc, on ouvre une traîne, on circule dedans en tracteur, ensuite on la referme de façon à ce qu'elle se revégétalise et qu'elle ne serve qu'à la prochaine exploitation, en général entre 15, 20, des fois 25 ans pour les forêts les plus en altitude. Lorsque cela n'est pas possible à mettre en œuvre ou lorsque cela n'est pas souhaitable, parce que d'un point de vue paysager, parce que les terrains sont sensibles, parce que c'est un site fortement visité, on n'a pas envie de voir, du moins les premières années, l'impact de l'ouverture d'une piste, on peut utiliser effectivement d'autres techniques. Donc, l'exploitation par câble, alors qui a été très utilisée jusque dans les années 1970 chez nous, avec des gros câbles porteurs. Donc là, on va câbler les arbres par voie aérienne. C'est une technique qui demande plusieurs préalables. Il faut quand même savoir qu'il faut qu'il y ait une desserte en haut pour pouvoir amener le câble, il faut qu'il y ait une desserte en bas, donc il ne faut pas croire qu'il n'y ait pas de piste du tout. Ça fait quand même des lignes et il faut qu'il y ait un volume exploitable par hectare relativement important pour se passer de la puissance publique. Malgré tout, dans les Alpes du Sud, au vu des forêts qu'on a, on a du mal à mettre en place, et dans les Alpes du Nord aussi d'ailleurs, ce type d'opération sans des subventions sur la puissance de la force publique, parce que les coûts d'exploitation dépassent souvent donc la valeur des bois à bord de route d'exploitation. Et puis, il y a quelques années, mais on le voit de moins en moins souvent, et là aussi, parce qu'on dépasse les réalités économiques, on a utilisé pour certains types d'exploitation donc l'hélicoptère. Aujourd'hui, bon, moi, ça fait très longtemps que j'en ai plus vu. De toute façon, c'était réservé à des coupes de bois de très haute valeur dans des secteurs où on exploitait beaucoup de bois et de très très belle qualité. Je le répète, ça fait de nombreuses années que moi, je n'ai pas vu d'exploitation par ces bois-là. Voilà un petit peu. Alors, chaque année, effectivement, les matériels évoluent, les techniques évoluent.
On a aujourd'hui du matériel dans l'exploitation classique qui nous permettent encore d'aller plus loin par l'exploitation classique au tracteur et même à la batteuse. Et c'est ce qu'il faut peut-être favoriser parce qu'on reste encore dans des coûts d'exploitation qui nous permettent d'avoir un intérêt économique pour la forêt. Il faut quand même savoir qu'à partir du moment où la forêt ne pourra être exploitée plus qu'avec l'intervention de la force publique, ben, ça va restreindre énormément son champ et surtout les quantités de bois exploitées. Voilà. Oui, on a eu récemment un article dans le Dauphiné sur l'exploitation avec des chevaux dans la forêt du Mont-Guillaume au-dessus d'Embrun. Je voulais savoir si c'est anecdotique ou si c'est un outil qui est adapté aux problèmes d'accès plus difficiles. Alors, on a la chance dans notre département d'avoir des entrepreneurs et des exploitants qui, effectivement, ont des chevaux qui travaillent bien. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est déjà limité dans la pente et que, effectivement, les rendements sont très faibles. Donc, l'exploitation, alors c'est très, très intéressant, mais aujourd'hui, ça doit être limité à des sites très particuliers, des sites où on veut avoir un impact paysager très faible et puis des sites, effectivement, qui sont fragiles, notamment des zones mouilleuses, des zones où il n'est pas souhaitable ou pas possible d'ouvrir des traînes. Alors, le cheval, là, est un très bel allié et souvent un allié qui ne va pas faire la totalité du travail, mais qui va faire le travail sur une partie. Donc, prendre des bois dans des zones très sensibles ou des zones où on ne veut pas abîmer certaines espèces, comme des sabots de Vénus, certaines des espèces protégées, et les amener jusqu'à une traîne où là, ils seront repris par un tracteur normal. Penser, par contre, étendre ce type d'exploitation à grande échelle, ça serait se tromper de voie et surtout, je vous dis de nouveau, l'exploitation par chevaux, c'est quelque chose qui est assez coûteux, donc sur une frange, c'est possible. L'étendre sur des gros volumes capables donc d'alimenter notre filière, ça me semble pas plausible. Par contre, je le répète, dans certaines zones, des zones proches des stations de ski, des zones très touristiques, et dans les zones où effectivement il y a des espèces à protéger ou des sols à protéger, des milieux, et c'est déjà ce qui est fait d'ores et déjà chez nous. Parce que je vous dis, on a la chance d'avoir des gens plusieurs entreprises qui possèdent des chevaux et qui les font travailler. Et ça on ne s'en prive pas chez nous d'utiliser le cheval quand cela est nécessaire. Tout au départ, on avait aussi une question sur en fait, comment les communes peuvent aider à mieux gérer les forêts. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? On a déjà dit un petit mot tout à l'heure, mais si tu veux en redire un peu. Alors, au niveau des communes, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. D'abord, leur forêt communale est gérée par l'ONF, donc, mais par contre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de communes qui, pour telle ou telle raison, ne mettent pas forcément en œuvre le plan d'aménagement, c'est-à-dire ne réalisent pas concrètement les coupes qui sont prévues. Moi, j'engage les communes, effectivement, à bien réaliser ces plans de gestion, à se rapprocher de l'ONF et à mettre en œuvre le maximum des coupes, la totalité des coupes qui sont prévues. Si on n'arrive pas à les vendre par les voies classiques, eh bien réfléchir avec le gestionnaire, l'ONF, qui aura certainement des solutions à proposer pour arriver à faire ce genre de bois. Les communes possèdent aussi, et ça on l'a vu, ça représente quand même 15% de la surface totale du département, des espaces boisés qui ne sont pas encore gérés par l'ONF ou qui ne le seront pas, qui sont des alpages. Et là aussi, j'invite les communes à s'intéresser à ces boisements parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites avec l'ONF et dans certains cas, quand c'est des alpages un peu plus hauts, donc des choses qui peuvent être faites avec la Chambre d'agriculture, avec d'autres organismes, pour remettre en gestion ces espaces qui sont souvent des espaces sylvopastoraux. Aujourd'hui, en Chambre d'agriculture, on a travaillé avec l'ensemble des autres acteurs forestiers, donc communes forestières, Office national des forêts, CRPF, gestionnaires des directions départementales des territoires, pour proposer donc des itinéraires sylvicoles techniques
pour la gestion de ces espaces sylvopastoraux. Ensuite, ce que je conseille aussi aux communes, c'est de ne pas se désintéresser de la forêt privée, parce que même si effectivement elle appartient à des propriétaires privés, la commune peut être un acteur tout à fait intéressant dans la mise en œuvre de la gestion de ces forêts privées. Nous réalisons avec mes collègues du CRPF de la forêt privée donc des opérations groupées. Je vous expliquais tout à l'heure que la propriété forestière privée était très morcelée, et une des façons de répondre à cette problématique, c'est de regrouper les propriétaires pour faire des opérations de mise en vente de coupe de façon à ce qu'elles deviennent intéressantes pour les exploitants et qu'on s'affranchisse des problèmes de passage à travers des parcelles de tiers. Et lorsque les communes nous aident à mettre ces opérations groupées dans le contact avec les propriétaires, dans la promotion, dans la publicité de ces opérations, la réussite est bien meilleure, et souvent même elle est conditionnée à l'appui des communes dans la mise en œuvre de ces opérations groupées. Donc, à chaque fois qu'on a un maire ou un conseil municipal qui est une soutien lors de ces opérations, c'est souvent des réussites. Les dernières en date, on a fait des articles dessus, notamment donc dans le Buech et Châteauneuf-d'Oz. Mais là encore, on va le voir. Là, je suis en train de travailler sur la commune de la Beaume, et on a eu le soutien de la mairie, et j'espère que ça va continuer. In fine, lorsque la commune effectivement met en œuvre dans des bâtiments communaux, dans des réalisations communales du bois, je pense qu'elle est en droit et elle peut aider notre filière et notre territoire en utilisant effectivement du bois PEFC, mais également du bois, et surtout pour aider le territoire, du bois qui aurait le label Bois des Alpes et les deux, du bois issu qui porterait la marque Hautes-Alpes naturellement, parce que là, elle serait sûre que ce bois provient du département des Hautes-Alpes, voire de sa propre forêt, et serait mis en œuvre par des artisans, donc dans le cas de Hautes-Alpes naturellement, donc bien des Hautes-Alpes. Donc tout ça participerait donc à l'utilisation du bois local, au bien-être des entreprises et donc à la gestion des forêts qui sont les plus proches de chez nous. J'avais une question, si c'est possible. Ah. Et moi, je peux poser ma question aussi. Après, comme ça, vous répondez aux deux questions en même temps? Pas de souci. Moi, je voulais savoir, là, à Briançon, on a… Bah, pardon, allez-y, posez votre question. Non, c'est bon, allez-y, je la poserai après. Donc, je voulais savoir, à Briançon, on a un droit qui est donné à tout habitant. Là, on donne notre nom, il y a un tirage au sort et il y a des lots qui sont attribués et chaque personne peut aller couper son bois dans la forêt. C'est plus ou moins accessible, mais est-ce que ça, c'est plutôt bon, sachant que la plupart des personnes, elles ne sont pas des professionnels et elles font peut-être n'importe quoi. Voilà, c'est une question par rapport à ça. Et la deuxième question? Oui, je voulais savoir, c'est vrai que la semaine dernière, vous nous avez présenté l'ensemble des acteurs, mais que je n'ai pas en tête. Quand vous faites des remembrements fonciers comme ça, avec les propriétaires privés, avec quel acteur travaillez-vous? Parce que voilà, sur les espaces agricoles, nous, on travaille avec la SAFER, mais au niveau de la forêt, qui intervient sur le sujet foncier? Alors, je vais répondre à la première question. Voilà. Donc, la question qui a été posée, c'est la question sur les coupes d'affouage. C'est un droit, effectivement, et une pratique qui est assez ancienne, où effectivement, la commune délivre ce qu'on appelle des lots d'affouage à ses habitants. Alors, lorsqu'effectivement il y a plus de demandes que d'offres, il y a un tirage au sort, mais dans certaines communes du département, toutes les personnes qui demandent, effectivement, ont du bois. Ce bois d'affouage, la règle, c'est qu'il est délivré au feu de la commune, affouage. Il faut être habitant de la commune et y résider de façon permanente. Et il doit être utilisé sur la commune. Vous n'avez pas le droit de le vendre. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui soit attribué ses bois est obligé soit de se chauffer avec, soit de les scier pour son usage personnel, mais il n'a pas le droit de les vendre.
Alors, ces gens-là font pas n'importe quoi pour la bonne et simple raison, c'est que effectivement, ces bois sont donnés dans la forêt communale, mais le marquage est fait au préalable par les agents et les techniciens de l'Office national des forêts, puisque ces forêts sont gérées par l'Office national des forêts. Donc, les gens coupent les arbres comme les exploitants forestiers qui sont marqués et par des professionnels. Le contrôle est effectivement fait par les professionnels. Alors, cette pratique qui effectivement était très active avant est de moins en moins active parce qu'effectivement, les gens sont de moins en moins enclins à exploiter les bois. Autrefois, tout le monde vivait à la campagne, avait l'habitude de couper un arbre. Souvent, c'était des ruraux qui avaient cette habitude. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont plutôt citadins, même des citadins de la campagne, en fait, et qui ont perdu ce savoir-faire. Couper un arbre, c'est quand même dangereux. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de… Voilà. Et puis, il faut être équipé, effectivement, pour le sortir. Et donc, on voit la tendance s'inverser avec des communes qui font ces coupes d'affouage et font exploiter par un professionnel et mettre ces bois bord de route, par des lots, bord de route, à disposition des habitants de la commune. Donc, ça permet de faire travailler un exploitant du coin. Ça permet aux propriétaires de se chauffer avec des bois locaux, effectivement, issus de la forêt locale et sans risque, parce que c'est un professionnel qui va couper les arbres. Alors moi, je pense que ça, c'est tout à fait bénéfique à la forêt pour la bonne et simple raison, c'est que ces coupes d'affouage concernent des bois qui n'intéressent pas la filière locale. Souvent, c'est des petits bois d'éclaircie, des bois mal conformés, des bois secs, des bois cassés, des bois chablis qui ont été renversés par la neige et qui sont disséminés et qui n'intéressent pas réellement la filière économique de notre département et qui permettent ces opérations de préparer et d'intervenir dans la forêt et de préparer donc par ces interventions les coupes futures qui seront composées plus que de bois valables. Donc c'est très très important et je pense que cette technique doit perdurer. En ce qui concerne les remembrements fonciers, nous, au niveau forestier, nous ne faisons pas de remembrement foncier pour la bonne et simple raison, c'est que autant au niveau agricole, c'est intéressant parce que chaque année, vous avez une récolte, mais au niveau forestier, les exploitations sont espacées de 15 à 20 ans, des fois 25 ans et plus, et que c'est, si vous voulez, le pas de temps d'une génération de propriétaires. Donc, le toucher au foncier, c'est des opérations qui sont très coûteuses, dans lesquelles il faut, et pas facile à mettre en œuvre parce qu'il faut donc estimer toutes les parcelles, essayer de les regrouper, convaincre tous les gens, refaire du bornage, et enfin, un remembrement, c'est quelque chose de très coûteux. Donc, nous privilégions des opérations groupées où les parcelles restent propriété du propriétaire. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous engageons les gens dans une opération sur un secteur donné et nous assurons au propriétaire de marquer chez lui et de vendre ses bois. Sauf qu'au niveau de la vente, ils sont vendus avec les bois des autres. Mais chaque propriétaire vend bien ses produits et a la rémunération de ses produits. Donc, il n'y a pas les limites de la coupe de bois qui est collective ne perdure que le temps de la coupe. L'exploitant effectue la coupe chez tous les propriétaires et rémunère chaque propriétaire à hauteur des bois qu'il vend. Et une fois que l'opération est terminée, chaque propriétaire reste propriétaire de sa parcelle. Là, il n'y a pas de transfert de propriété ni de regroupement. Donc ça, et en plus chez nous, ça ne serait pas valable pour la bonne et simple raison, c'est que je vous ai dit que les propriétaires possédaient des parcelles d'environ 1 hectare, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, ils ont moins de 4 hectares. Donc, leur faire un massif de moins de 4 hectares, de toute façon, on n'atteindrait pas non plus, chez la plupart d'entre eux, des surfaces critiques pour qu'ils puissent après mettre en œuvre une gestion tout seul. Donc, ce n'est pas très intéressant. C'est d'autant moins intéressant, alors je ne sais pas si c'est une personne du nord du département qui l'a posé, que l'on s'éloigne du sud du département, parce que ce chiffre de 1 hectare par parcelle, c'est valable sur le sud et l'ouest du département, mais au plus on va monter dans le département, sur l'Embruné, on va plutôt passer à des parcelles de 0,5 hectares et des propriétés de moins de 2 hectares. Et sur le Briançonnais, moi j'ai essayé de faire du regroupement, on est
dans des parcelles de 600 mètres carrés et des propriétés totales souvent de moins d'1 hectare, avec en plus une autre problématique dans ces propriétés privées, c'est qu'on a des parcelles qui sont multipropriétaires et où là, pour les échanges, ça sert à rien parce que la parcelle elle-même est détenue par plusieurs propriétaires de la même famille ou d'ailleurs même pas de la même famille. Donc, on préfère faire des opérations concrètes, rémunérer les gens à juste valeur des bois qu'ils possèdent et après qu'ils gardent leur propriété. J'espère que les gens ont compris ce que j'ai voulu dire. C'est Philippe Regliano j'ai pris la parole. En fait, je participe à une bourse foncière, mais pas dans le sud de la France, en Haute-Saône. Et donc, comme je vois qu'il y a des collègues maires, parce que quand je me suis présenté, de toute façon, je suis plus élu depuis vendredi, je ne me suis pas représenté, mais je représentais ma commune aux communes forestières. Donc, le maire de Blanc-de-Fontaine, je vous l'ai dit au début, et le président des coforts de Franche-Comté, et s'est lancé dans cette opération. Alors, la commune, déjà, par le passé, c'était ma mère qui s'en était occupée, il y a eu un remembrement, mais au sens strict du terme, remembrement. Là, pour la propriété forestière, c'est pas légiféré. Lui, il a pris le terme d'animation foncière. Et ça dure depuis 3 ans, il galère. Mais si vous voulez des renseignements, puisque je vois qu'il y a 2 autres maires, il faut le contacter. C'est le maire de Blanc-de-Fontaine, Jacques Fabré. Il descend, on se rencontre au cours du mois, puisqu'il va descendre, il a de la famille à la Croix-Valmer, on va se voir. Mais bon, je pense qu'il faudra le laisser prendre des congés tranquilles. Je veux dire, il suffit de téléphoner à la mairie de Blanc-de-Fontaine. Il n'y avait pas de candidat maire, mais bon, il s'y est recollé. Donc, et puis ça le passionne beaucoup. Monsieur Grimbert, avec qui on était en réunion, le connaît bien. Donc, je pense qu'il faut, si ça vous tente, d'ailleurs, c'est la chambre d'agriculture la mairie, plus la chambre d'agriculture qui pilote ça. Et je confirme. Et en Haute-Saône, moi, je croyais qu'on était les champions du morcellement. C'est carrément 1000 mètres carrés. Moi, je me suis aperçu que les parcelles avec qui j'étais regroupé, on appelle ça des ficelles. En fait, ça devait être d'anciens rangs de vignes qui ont été abandonnés et ils partageaient carrément le champ de vigne en 3 rangs pour toi, 3 rangs pour le cousin, etc. Donc, mais c'est vrai que le morcellement, il va continuer. Si ça vous tente, c'est vrai qu'il faut prendre son bâton de pèlerin et faire ça en début de mandat, je pense. Si vous voulez vous y attaquer. C'est possible, ça existe. Je vous dis, Jacques Fabré, maire de Blanc-de-Fontaine, s'est lancé là-dedans. Ça fait 3 ans qu'il travaille. C'est pas une petite affaire. Mais c'est vrai que c'est peut-être une solution, je ne sais pas. Mais c'est vrai aussi que le regroupement simplement des exploitations, et c'est vrai que c'est toujours, enfin je le confirme, la coopérative, de toute façon, on est quasiment obligé de le faire si on veut avoir une exploitation rentable. C'est souvent l'initiative d'un maire qui est du métier, soit un ancien exploitant forestier, soit on a fait des opérations agréables, et souvent, très souvent même avec le soutien et souvent préparé par le CRPF aussi. Voilà. C'est exactement j'en rajoute un peu une couche par rapport à ce qu'a dit Jean-Michel Reyne. Et pour la foi, c'est tout à fait ça. On en a discuté. Moi, je me rappelle même du côté de Lons-le-Saunier, quand j'étais allé aux journées sur le bois énergie, la fouage, même dans des régions traditionnellement forestières, les gens ils coupent, ils ne savent pas couper, ils laissent ils coupent à 1 mètre de haut, c'est une catastrophe. Donc maintenant, souvent comme c'est géré par l'ONF, les coupes sont faites à l'avance. D'ailleurs, la commune de Roquebrune a fait ça, comme tu dis exactement, c'est fait par des professionnels. Et le bois, en fait, ceux qui ont la fouage, ils n'ont plus qu'à aller chercher le bois. Ça, on peut leur laisser faire. Ils viennent avec leur voiture, leur 4x4, leur remorque. Ils chargent le bois déjà tout coupé. Et donc, ça a été géré comme il faut. Il n'y a rien à rajouter à ce qu'a dit Jean-Michel. Juste, effectivement, c'est comme ça que ça se pratique. Très bien, merci beaucoup. Peut-être on peut prendre une autre question? Parce que je vois que le temps tourne. Normalement, on devait finir à 11h30, mais si vous avez une autre question, n'hésitez pas. Ou si vous voulez apporter des remarques, des suggestions.
En tant que maire de la commune de Saint-Martin-de-Carrière, bon, sur les coupes d'affouage, nous, ça reste beaucoup aux administrés. Ils ont l'habitude. Il y a une gestion qui est bien faite. Des corvées sont mises aussi en place parce que nous, on ne fait pas payer les coupes d'affouage, mais c'est un partage de corvées. Donc, ça soit entretien de canaux, entretien des chemins de montagne. Enfin, et ça se perd. Je le déplore parce que les corvées, c'est quelque chose qui était, que ce soit dans les corvées canaux ou dans les corvées du bois, c'était quelque chose d'important dans le temps. Maintenant, on a tendance à le perdre. Ce que je remarque, c'est qu'on n'a pas parlé des feux de forêt. Donc moi, je défends pour garder les traînes qui sont faites en montagne, pour la DFCI, pour pouvoir monter quand il y a un feu de forêt. Il est important qu'il y ait encore des chemins qui soient entretenus, et des pistes surtout. Je me suis battu contre RTE par rapport à quand ils ont monté les pylônes sur ma commune, où des pistes ont été remises au naturel. J'avais demandé en concertation avec eux, les services de l'État, on puisse discuter de certaines pistes qu'on laisse ouvertes. Donc tout a été remis au naturel. Je le déplore fortement. Il y a eu des feux il n'y a pas si longtemps dans le Piémont italien, il y a eu des feux sur la commune de l'Argentière il y a une vingtaine d'années. Bon, voilà. Les essences de bois que l'on repeuple est très important aussi, parce que c'est très bien de mettre du pin d'Alep, du pin de... Mais je pense qu'il faut bien faire attention aussi aux essences que l'on remet dans chaque parcelle. Voilà. Alors, moi, c'est pas tellement une réponse que je vais vous faire, mais je me saisis de ce que vous avez dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, créer de la desserte forestière, c'est souvent mal perçu par beaucoup de monde, parce que les premières années, effectivement, faut le reconnaître, et quand on ouvre une route, quand on ouvre une piste, il y a du talus, notamment quand il y a de la pente, et c'est pas toujours très joyeux, très beau. Alors, il faut quand même savoir que les techniques ont évolué, qu'aujourd'hui, on peut effectivement tout de suite enherber les talus dans les endroits où ça se voit, et que la nature reprend assez vite ses droits. Mais c'est vrai que c'est très très important d'insister sur la desserte, parce que cette desserte, elle intervient, et une fois qu'elle est faite, elle sert tout au long de la vie du peuplement, et elle est multifonctionnelle la plupart du temps. Alors, effectivement, pour les forêts toutes les forêts des Hautes-Alpes, elle sert pour la défense de l'incendie, quand c'est des routes forestières. Elle sert aussi pour l'accès au pâturage. Elle sert aussi pour les travaux forestiers. Elle sert aussi pour la surveillance. Et cette desserte forestière, il faut qu'à certains moments, peut-être, elle soit fermée aussi un peu plus aux véhicules à moteur, ou du moins qu'on essaye de faire un peu la guerre, parce que je crois que par rapport à l'ensemble de l'opinion publique, souvent, nous, on voit dans les réunions, ce qui est reproché, c'est qu'une fois que c'est ouvert, c'est un défilé de véhicules, de 4x4, de motos, de quads. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être ce qui explique une certaine réticence de l'opinion publique à l'ouverture de nouvelles dessertes. Donc, moi, je suis un partisan du fait qu'il faut desservir la forêt si on veut l'exploiter aujourd'hui. Et il faut aussi être vigilant et comme on le fait dans la plupart des cas, sur l'utilisation de ces pistes, et qu'elles restent effectivement fermées à l'utilisation courante des véhicules à moteur. Voilà. Je mets quand même aussi, étant que j'y suis pour les communes, mais également pour tout le monde, le fait que aujourd'hui, on a encore des aides substantielles au niveau donc des orientations régionales de la forêt, des orientations des crédits de l'Europe et des crédits de la région. On a encore la possibilité de créer de la desserte, et elle est encore relativement bien aidée chez nous, jusqu'à une hauteur de 80% dans certains cas. Et donc, j'invite les nouveaux conseils municipaux, puisque c'est eux qui détiennent souvent la clé de la réalisation de la desserte, et même en forêt privée, puisque souvent ça dessert forêt privée, forêt publique, de se pencher sur les projets qui pourraient être dans les cartons,
ou qui pourraient être présents dans les aménagements forestiers, de les mettre en œuvre tant qu'on a encore ce type d'aide, parce que c'est vraiment la clé et l'opportunité de pouvoir par la suite mettre en gestion des nouveaux espaces et protéger nos forêts, peut-être effectivement du risque incendie qui, je vous le rappelle, va aller en s'accroissant dans les années qui arrivent. À ce titre, pour les aides européennes, il reste encore une année, je pense. Mais allez-y rapidement parce que voilà, le temps de monter le dossier et des appels d'offres pour les entreprises, ça prend du temps et je pense que d'ici l'année prochaine, ça sera quelque chose. Dans la rédaction du futur PDRR, là, on a quand même réinsisté sur le fait qu'il fallait flécher des aides européennes sur la desserte. Et l'aide aussi à l'exploitation en général, mais la desserte reste une des priorités pour la région PACA. Oui, je confirme au niveau de la contribution de la filière forêt-bois aussi qu'on a faite dans le cadre de la négociation sur le FEADER et les aides européennes, qu'effectivement, on a bien insisté à la fois sur la desserte et sur la DFCI. Et qu'on est dans un contexte effectivement très contraint, le Brexit, le Covid, etc. Et que voilà, en tout cas, on a fait passer le message. Je confirme aussi, effectivement, de toute façon, je participe à la réunion FEADER. Peut-être que ça va réduire beaucoup de choses, mais ça restera. Et effectivement, on en a créé une dans le 04. Bon, c'est compliqué, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Et d'ailleurs, ça absorbe quasiment tous les chiffres FEADER. Mais les desserts restent. Sinon, pour vous donner notre expérience varoise, en tout cas plus du sud du département, avec les pistes DFCI, de plus en plus, ils ont réduit énormément le nombre parce que les pompiers ne veulent plus aller dans les pistes. Et puis surtout, il faut les entretenir tous les 3 ans. Donc, voilà, il en faut, c'est sûr, mais il y a toute une réflexion là-dessus. Nous, on est beaucoup plus touchés. D'ailleurs, la coopérative est impliquée nous, on travaille beaucoup sur la restauration des terres d'incendie. Les 2 derniers incendies, 2016 sur ma commune et celle d'à côté, puis de 2017 sur Artigues. On travaille avec le CRPF, en tout cas sur la partie évidemment privée, puisque pour la partie publique, c'est l'ONF. Mais c'est vrai qu'effectivement, on voit avec les crises sanitaires, et quand je suis invité aux réunions aux AG des communes forestières, on regarde quand même l'impact des sécheresses et c'est assez impressionnant. Il y a des parcelles qui sont terriblement touchées. C'est vrai que... Alors, on l'a évoqué hier dans notre réunion avec Fibois, formation des élus, surtout s'il y a beaucoup de nouveaux élus. C'est hyper important parce que les maires, souvent, ils sont un peu démunis, ils sont surtout assaillis parce qu'il y a une coupe à tel endroit, on est en train de déforester, etc. C'est assez... Et les maires, enfin, je sais le mien, hein, ils me les renvoyaient vers moi, mais souvent à côté, les maires ne savent pas répondre. Si c'est une coupe, voire même sur les autorisations de tonnage, pour pouvoir circuler, pour sortir les bois et faire les coupes, c'est très, très, et de plus en plus compliqué. Alors, je rebondis sur ce point-là pour vous dire que dans le cadre de Bois Plus 05, on organise également à la demande, ou en tout cas on en organisera une d'ici la fin de l'année, une sortie sur le terrain pour justement sensibiliser les publics que sont le grand public, les particuliers, à la gestion et à la récolte forestière. Donc nous, on va en organiser une donc avec la Chambre d'agriculture sans doute d'ici la fin de l'année. Après, si vous avez des problématiques spécifiques, des publics à sensibiliser, n'hésitez pas peut-être à nous passer un coup de fil et on peut voir comment répondre à votre demande. Donc ça, c'est pour la suite. D'ici la fin de l'année, on va sans doute vous proposer une sortie en forêt, donc une sortie commentée. Fibois Sud a également édité une petite plaquette que vous n'allez pas voir parce que comme j'ai un fond particulier, c'est toujours
difficile. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit fascicule, 4 pages à destination du grand public pour expliquer pourquoi la forêt est intéressante, qu'est-ce qu'elle peut apporter, comment elle est gérée. Voilà, c'est un condensé très rapide de ce qu'on vous a dit ces derniers temps, mais voilà, c'est un document qui peut être intéressant. Si vous en voyez l'utilité, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous en ferai envoyer. Voilà, juste peut-être pour compléter, Claire, parce qu'il y a les accompagnateurs, là, si on peut effectivement à la demande aussi intervenir auprès d'organismes, des communes ou des endroits où il y aurait des couples qui risqueraient peut-être effectivement d'avoir de choquer certaines personnes dans les communes. Donc, soit effectivement, on vous l'a dit, soit effectivement avec quelque chose sur le terrain ou soit effectivement avec quelque chose en salle le soir, il n'y a pas de souci. Nous, on étudiera toute proposition et on verra avec les demandeurs quelle est la solution la plus adaptée pour répondre à la problématique. Donc, une fois de plus, moi je parle surtout pour mon organisme, on est au service du monde rural et on essaiera, dans la mesure de nos possibilités, de répondre à toutes vos sollicitations sans aucun problème. Très bien. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Peut-être que Florent Bigot, directeur de Fibois, voudrait conclure. Excuse-moi, je te prends un petit peu, voilà. Non. En tout cas, juste remercier tout le monde et puis surtout Jean-Michel pour la qualité de son intervention et puis effectivement préciser que voilà, on est au service des acteurs effectivement pour communiquer sur cette question de la gestion de la forêt, de l'usage des bois, de ce qu'est notre filière, voilà, pour mieux la faire comprendre auprès du grand public et des usagers de la forêt. Et voilà, je pense qu'on sera amené à faire des interventions auprès de… Je pense que c'est intéressant effectivement qu'il y ait eu des personnes relais aujourd'hui, des collectivités et aussi les accompagnateurs en montagne pour effectivement faire passer ces messages qui ne sont pas toujours bien compris. Et merci à tous encore une fois d'avoir participé et je vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.